Vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision, la voix de la Renaissance africaine, et vous suivez votre émission Sagesse Kamit, là où la parole retrouve sa noblesse et la pensée son origine. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier aussi sensible qu'essentiel. La femme africaine, non pas celle que les manuels d'histoire ont réduite à la maternité et à la cuisine, mais celle qui, depuis l'aube de l'humanité, portait la couronne du monde. Car avant que l'ombre du patriarcat importé et de la colonisation ne voie sa lumière, la femme africaine était la matrice du pouvoir, la gardienne du sacré et la clé de la stabilité sociale. Elle n'était pas simple compagne, elle était l'incarnation de la Mahat, l'ordre, la justice et la continuité de la vie. C'est celle, ou alors c'est elle qui, dans l'Afrique antique, fondait les gouvernements, établissait les conseils, choisissait les rois et initiait les sages. Le premier médecin, le premier juge, la première architecte étaient des femmes. Mais aujourd'hui, ironie du destin, cette même femme lutte pour l'égalité des sexes, une revendication qui sonne comme une tragique méconnaissance de sa grandeur passée. Que s'est-il donc passé? Comment celle qui engendrait la civilisation est-elle devenue l'ombre de ce qu'elle fut? D'où vient cette décadence spirituelle et culturelle qui réduit la femme africaine à un simple objet autant pour moi social, quand autrefois elle était le centre de gravité du monde vivant? Pour explorer ces mystères et tenter de restituer à la femme africaine sa place dans la structure cosmique du pouvoir, je reçois encore aujourd'hui le frère Vangenja, jeune chercheur, esprit éclairé et fervent défenseur de la Renaissance africaine. Avec lui, nous remonterons la trame du temps, depuis les temples de Kemet jusqu'au foyer moderne, pour comprendre comment la femme, jadis source d'équilibre, est devenue otage d'un désordre imposé. Bienvenue dans Sagesse Kamit, là où l'Afrique se souvient pour mieux se relever. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de le présenter une fois de plus, prenons la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2026 et on se retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet de cette thématique ô combien importante. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamit, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau, la femme africaine, origine, pouvoir et déclin. Telle est la thématique que nous abordons ce matin dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit une fois de plus. Alors, au tes frère Vangenja et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Kemet Télévision. Merci d'avoir renouvelé l'invitation. Je suis ravi d'être aujourd'hui encore sur votre plateau. Je dois dire que parler de la femme, c'est quelque chose d'assez difficile déjà pour un homme. Mais quoi de mieux qu'un homme pour parler de la femme? Donc aujourd'hui, on va essayer de s'essayer. J'espère que je pourrai être à la hauteur de l'attente de vos nombreux téléspectateurs. J'en profite d'ailleurs pour les saluer. D'accord. Entrons directement, mettons les pieds dans les plats. Que faut-il entendre pour commencer par femme africaine dans le sens traditionnel et spirituel du thème?
Alors, la femme dans le sens spirituel et traditionnel, déjà, il y a beaucoup de choses. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, il faudrait savoir que la femme, dans la conception négro-africaine des choses, c'est le premier être humain. C'est le tout premier être humain. C'est-à-dire, contrairement aux cultures, aux traditions occidentalo-chrétiennes et autres encore, où c'est l'homme qui s'est vu créer en premier. Et la femme étant oubliée, parce que la réalité, bon, c'est que dans cette culture-là, elle a été oubliée. Bon, on a vu que l'homme s'ennuyait, il a fallu quand même l'endormir un moment pour estiper une côte et, n'est-ce pas, générer la femme pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, accompagner l'homme qui s'ennuie déjà. Bon, ça, c'est une culture que nous respectons, nous ne critiquons pas. Ok. Mais en Afrique, la femme, c'est le premier être humain. Si nous jetons un coup d'œil à la culture des savoirs, du moins des doigts là, et apparentés du Cameroun, nous verrons que dans leur cosmogenèse, la Genèse, le récit qui explique l'origine de l'humanité, le premier être humain était une femme. On l'appelle Ekwa Moato. D'ailleurs, à toutes les cérémonies traditionnelles, c'est difficile de voir une cérémonie commencer, débuter, sans que on ne pose la question Ekwa Moato et que les gens répondent oh, l'avez-vous profané ou tamte njom, malédiction et tout. Donc, la femme est premier être humain, Ekwa Moato, premier être humain, et son mari, qui est dans le second être humain, n'est créé que plus tard. Le second. Qui est le second être humain, ne vient à la naissance que plus tard. Et Boussé, dont la femme, premier être humain, et son mari, et Boussé, ne vient que plus tard. Et sur le plan, tu aimes bien dire cosmique, sur le plan cosmique, effectivement, on voit que même le divin, dans son entreprise générationnelle, a un certain nombre de formes. Il se décline en un certain nombre de formes. Nyambé, pour rester chez les Sawa, elle dit avoir un certain nombre de dimensions. Mais sa première dimension, c'est Moeki Peki, c'est une dimension féminine. Une dimension féminine. Avant même la dimension d'Eweke, qui elle est une dimension masculine, mais qui vient en second plan. Donc, on a des exemples comme ça, les formes même de Nyambé, les formes de Nyambé, parce que le divin chez nous a des formes. Vous savez, le divin chez nous a des caractères, a des caractéristiques qui divergent de ceux de d'autres religions. Alors, le divin dont Nyambé, chez les Sawa, a un certain nombre de formes. Il a 12 formes. Et la première de ces formes, une fois de plus, est une forme féminine. Et donc, on voit qu'il y a une primauté, n'est-ce pas, de la conception féminine et donc de la femme sur la conception masculine et de l'homme. Bon, au Bénin, dans la grande culture vaudou, on parle de Mahou Lissa. Mais Mahou, c'est d'abord la lune, avant Lissa qui est le soleil. Mais on sait chez nous que la lune, c'est la femme. C'est la femme, on peut le voir à travers plusieurs aspects, comme l'alignement des menstrues, le cycle menstruel, qui est également aligné sur le cycle lunaire de la 28e. Donc là, effectivement, la femme passe en premier. Donc la femme, c'est donc tout cela, mais la femme, c'est d'abord, c'est aussi les gardiens des temples. Hein. C'est les gardiens des temples, c'est la prêtresse, c'est ce qu'on appelle la mangon, c'est elle qui dirige le culte. J'espère que plus tard, on en reviendra justement. Ok. J'aimerais bien que les chrétiens et les adeptes et les pasteurs suivent bien cette émission, eux qui nous rabâchent les oreilles à travers le discours selon lequel Dieu a pris la terre, il a formé l'homme, de l'homme, il a arraché la côte. Ouais. Il nous rabâche vraiment les oreilles au quotidien avec cette information-là qui me semble être erronée. On ne va pas faire la langue de bois. Alors frère, peut-on dire que dans l'Afrique antique, la femme était le centre du pouvoir, voire la source de toute autorité? Peut-être on va, avant d'y arriver, j'aimerais poser une autre question avant, notamment dans la pensée kamite, la place cosmique et le rôle sacré de la femme dans l'équilibre du monde en général. Bien, déjà, on a dit que la femme, c'est le premier être humain. Ça veut dire que quand Ilolombi, quand Maoulissa, quand Nzambé a mis sur pied la vie, c'est la femme qui est venue en premier. Ça veut dire que c'est elle qui est en premier, en ligne directe avec le divin. Ça veut donc dire effectivement que c'est elle qui est mieux placée
pour diriger l'humanité, elle est donc au centre de celle-ci. Voilà. Mais il convient également de dire que c'est elle qui enfante l'humanité. C'est elle qui porte l'humanité par milliers, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et comme c'est elle qui donne la naissance, c'est elle qui les forme. Vous savez, le premier enseignant, c'est la femme. C'est le premier, avant même que l'enfant n'aille dans le premier cursus. J'espère qu'un jour, on va pouvoir travailler sur le système éducatif. Avant que l'enfant n'aille suivre son cursus, la base la plus basique est donnée par la femme. La base la plus basique à l'instar de la langue. Les premiers pas de l'enfant dans la langue, c'est pas sa mère. C'est pour ça même qu'on dit langue maternelle. Très bien. Parce que la langue maternelle, en fait, c'est la langue par laquelle la femme élève son enfant, éduque son enfant, donne du sein à son enfant. Parce qu'en donnant du sein, en élevant, il y a une langue. C'est dans la langue maternelle. Donc, elle est la première éducatrice, la première formatrice. Et comme elle enfante les hommes, comme elle est la première éducatrice, comme elle est la première formatrice, à raison plus forte raison, elle est dans au centre. Voilà. Donc voilà des éléments comme ça. Ça me rappelle que le doyen Amadou Ampateba, que son cas soit hautement vivifié, nous rappelait déjà que les 7 premières années, n'est-ce pas, dans ce côté-là, chez les peuples, l'enfant est à l'école de sa mère, à l'école donc de la femme. Et comme 7 ans, 7, dans la numérologie sacrée, c'est de la perfection. Donc la perfection est donnée par la mère, par la femme. Qui donc va être au centre, si ce n'est celle qui éduque jusqu'à 7 ans l'âge de la perfection, si ce n'est celle qui donne les premiers enseignements, si ce n'est celle qui est au centre du fait même d'être le premier être à avoir vu la vie, qui donc peut être au centre, si ce n'est la femme. Exactement. D'où le terme qui m'est très cher, l'accoucheuse des nations. L'accoucheuse des nations, je pense là c'est Lycème Lasconi. Voilà, exactement. L'accoucheuse des nations. Et donc, par conséquent, puisque c'est la femme qui met au monde, c'est logique, hein, le discours selon lequel elle soit venue en premier sur la terre. Même comme beaucoup me poseraient la question, ça va, oui, mais elle accouche avec qui? Elle accouche forcément avec un homme au fil de l'émission. Oui, c'est vrai, mais c'est l'accoucheuse des nations. Voilà. Et on le voit chez nous, pas loin de chez nous. Parce que le doyen Lycème Lasconi a donné des exemples sur lesquels on va revenir. Mais il y a des exemples qui sont proches de chez nous, qui sont même pas loin. C'est-à-dire que si vous en tenez ne serait-ce que... Bon, je prends l'exemple au Cameroun, vu que c'est le micro-État que je connais le mieux aujourd'hui. Bon, moi, j'ai eu un enseignant qui me disait que tous les noms de villages qui commencent par Lok, chez les Bassa, ont été fondés par les femmes. À charge pour nous de vérifier, mais si c'est... Imaginez Lok Baba, Lok Bessou, tous fondés par les femmes. Lok Pom par les femmes. Bon, on traverse, on vient chez leur neveu, les doigts là. Dans le canton d'Aïdo, vous allez voir les villages, les Bonadinje, les Bonantene, c'est des villages fondés par des femmes. Bon, là même c'est... Mais je dis Bonadinje, Dinje c'était une femme. Bona, la descendance de. Dinje, une femme. Bonatene, la descendante de femmes. Et des exemples comme ça sont foisons. Bonindale, à Bonaberi, tout le monde connaît. Après les Raïla, un village lui aussi fondé par une femme qui s'appelait Indale. Donc, voilà. Comme chez les Bassa, on trouve beaucoup de Ngo. La fille de. Donc là, c'est des villages qui sont des communautés entières, sinon des États, qui sont formés par les femmes. C'est donc des accoucheuses de nations, en effet, comme le disait le doyen Lasconi. D'accord. Frère, peut-on donc dire que dans l'Afrique antique, la femme était le centre du pouvoir, voire la source de toute autorité? Bon, nous avons dit la source de toute autorité, c'est ce qu'il avait avant nous, c'est... Les ancêtres, ce sont les divinités, c'est le divin, ce sont les hommes qui nous le concèdent. Mais en effet, la femme peut être interprétée comme étant le centre du pouvoir. Le centre du pouvoir parce que la femme en Afrique a occupé de très hautes responsabilités politiques et religieuses lorsqu'elle n'était pas elle-même à la tête de l'organisation politique ou religieuse. Et ce, à travers le temps et l'espace. Si nous rentrons en Égypte antique, par exemple. C'est vrai qu'on nous accuse toujours d'illustrer toujours avec l'Égypte antique, mais il n'y a pas de souci. On va essayer d'illustrer avec l'Égypte antique et on va prendre d'autres exemples ailleurs. Exactement. Alors, en Égypte antique, on a eu des femmes qui étaient chefs d'État. C'est important de le dire, la place de la femme dans la politique, politique parce que politique, gestion de la cité, de l'État.
l'État, nous le savons tous, c'est un gouvernement qui joue de souveraineté sur un territoire bien donné, qui a une population connue. Et l'État a existé avant l'arrivée des colons en Afrique. Le doyen Cheikh Anta Diop, notre père, que son cas soit hautement vérifié, nous enseigne que le premier État à avoir existé, c'est l'État de Kostoul, dans le présent Soudan, et que ce dernier a été suivi par Ménès. Et à Taméré, donc l'Égypte antique, il y a eu des femmes qui ont été chefs d'État. Nous avons Nitoris, qui a été chef d'État à la fin de la 6e dynastie. Et il convient de le préciser. Quand on dit chef d'État ici, ce n'est pas qu'elle était la femme du pharaon Nessout. C'est qu'elle-même, elle était Nessout, pharaon, chef d'État. Nitoris, premier chef d'État. Après, Néférou Sobek, à la fin de la 12e dynastie, elle était chef d'État. La plus connue, Hatshepsut, elle-même chef d'État, et qui a eu un règne particulièrement exemplaire par le nombre de réalisations, tant au niveau national qu'au niveau de ses relations internationales. On a Taouset, elle aussi, chef d'État. Voilà des exemples. Et en le disant, si tu me le permets, à titre d'études comparées, ce scientifique doit quand même faire quelques études comparées pour voir ce qui se fait ailleurs. Il n'y a jamais eu de femme chef d'État en France, il n'y a jamais eu de femme chef d'État en Amérique, les pays qui se clament aujourd'hui être donneurs de leçons en termes de démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi permettre que tout le monde soit à la tête de l'État. Et ça, l'Afrique l'a fait il y a des millénaires. Voilà. Alors, la femme n'a pas que été chef d'État en Égypte antique. Même dans les sociocultures actuelles, précoloniales, les femmes ont été à la tête d'organisations politiques. D'ailleurs, Pécéchette était le premier médecin. Pécéchette était le premier médecin. On va en parler, on va revenir. Alors, on voit chez les Pamoum, qui est un peuple dans la région de l'Ouest Cameroun, on les appelle communément les Bamoun, on a eu deux femmes chefs d'État. Deux femmes. On a d'abord eu Ngongoué, qui, parce que le trône avait été usurpé, elle a d'abord mené une lutte féroce pour récupérer son trône. C'est vrai, on peut dire qu'elle a régné seulement pendant 30 minutes. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais après une telle lutte pour récupérer le trône qui lui était dû, et s'est sentie quelque peu essoufflée. Et elle a voulu transmettre à son fils pour que celui-ci continue, n'est-ce pas, à porter la prospérité de la communauté vers l'avant. Mais elle n'est pas la seule. On a également une bête comme qui a régné de 1814, n'est-ce pas, à 1817. Donc voilà, autant d'années. La femme, même lorsqu'elle n'a pas été chef d'État, elle a été au centre des organisations politiques. On lui a accordé toujours une place de choix. Alors, si vous regardez dans nos sociocultures, vous verrez que les sociocultures, le pouvoir est éclaté dans les institutions. Il y a toujours des institutions réservées aux femmes. Et très souvent, ces institutions-là sont les institutions centrales et les plus importantes. C'est le cas du corps chez les Bassa, où on retrouve les Bakoko. C'est le cas du Mevungu chez les Ekang. Et j'espère que même les Ekang du Gabon ont le Mevungu. C'est le cas de Mevungu. C'est le cas des Moninkim chez les Bayangi et les Edjagan qu'on retrouve dans le sud-ouest camerounais, dans le département de la Manu. C'est le cas des Mbomsele chez les Barombi que l'on retrouve dans la Mémé, dans le Ndian. C'est le cas de toutes ces structures. Alors, prenons le cas d'espèce des Mevungu chez les Ekang. À chaque fois que dans la communauté, les gens n'arrivent pas à enfanter, à procréer, eh bien on appelait les Mevungu. À chaque fois que les emplois et tout, c'était difficile, on va même à la chasse, on va à la cueillette, on va dans l'agriculture et tout, ça ne donnait pas des résultats qui peuvent nourrir la communauté. On allait demander aux Mevungu. Donc vous voyez les questions les plus centrales. Comment faire en sorte que la communauté s'élargisse sur le plan de sa démographie? Comment assurer que la population soit bien nourrie, qu'il y ait le bien-être? On appelle les Mevungu. Vous imaginez un peu, ça c'est des rôles que les femmes ont occupés. Mais permets-moi frère, c'est l'occasion de rendre une fois de plus hommage à une justement du Muvungu qui a animé plusieurs émissions ici jusqu'à la date de son départ pour l'au-delà, la matriarche Nangonjoy, qui était une femme très forte et hautement initiée et qui participait justement à l'occasion de l'événement Kemet Reconnexion, malheureusement ou heureusement.
elle n'est plus là aujourd'hui, pour dire effectivement à quel point le Movongo avait un rôle central dans non seulement le peuple ékan et même au-delà. C'est bien que tu le dises, alors que son cas soit hautement vivifié, que son cas brille, et illumine sa communauté, illumine Kemet TV, illumine le combat pour la renaissance africaine et illumine toutes les nombreuses femmes qui sont en train de nous écouter, afin que celles-ci soient revêtues de cette lumière-là et deviennent des femmes nouvelles, prêtes, armées pour la renaissance africaine. Je pense qu'avant de continuer, nous devons peut-être, dans cette lancée, prendre quelques secondes de silence pour l'honorer. Exactement. Voilà, vivement, comme tu l'as dit, que le cas, n'est-ce pas, de la matriarche soit hautement initié. Merci à la régie pour ces quelques images d'archives, n'est-ce pas, de la matriarche Nangonjoy. Voilà, frère, pour rester même au temps contemporain, nous avons vu partout où les femmes sont passées comme chefs d'État, elles ont laissé une certaine paix et une certaine quiétude à ces différents peuples-là. Nous allons prendre par exemple le cas de Ellen Johnson du Libéria. Avant son avènement au pouvoir, le Libéria était en proie, n'est-ce pas, aux différentes guerres civiles qui ont endeuillé ce peuple-là. Mais une fois arrivé au pouvoir, elle a stabilisé le Libéria et son œuvre se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le Libéria, on peut le dire comme ça là, sans embâche, est en paix. Nous allons prendre le cas également de Catherine Panza Samba, n'est-ce pas, de la Centrafrique qui est tout ici à côté. La Centrafrique également qui était en proie aux différents coups d'État qui ont meurtri ce peuple-là. Une fois qu'elle est arrivée comme présidente de la transition, et nous voyons jusqu'à aujourd'hui ces œuvres continuent de... Il y en a comme ça là beaucoup d'exemples dans le monde qui prouvent effectivement que lorsque la femme, du haut de son pouvoir, non pas seulement politique comme nous l'entendons, mais de son pouvoir spirituel, met les pieds quelque part, nous voyons bel et bien les résultats. Oui, et ce ne sont pas les seuls exemples. Hein. Nous avons également Joyce Banda qui a été présidente du Malawi, n'est-ce pas, pendant de nombreuses années. Et même Netumbo qui est présentement président, la présidente Netumbo qui est présentement présidente en Namibie. Et là, ce sont des exemples qu'il convient de donner. Et une fois de plus, avec ta précieuse permission, à titre d'étude comparée, pendant qu'en Afrique, les femmes sont chefs d'État, comme nous avons pu expliciter, illustrer, eh bien, en France, les femmes n'avaient même pas le droit de voter jusqu'en 1944. Exactement. 1944, c'est hier. C'est très tardif. C'est très tardif, ça fait même pas, c'est moins d'un siècle, c'est longtemps, c'est très proche. On est dans 1944. 20e siècle par Elle là. n'avait même pas le droit de voter, d'aller aux urnes voter comme vous votez dans vos pays. Elle n'avait pas ce droit. En Afrique, les femmes étaient déjà chefs d'État. En Amérique, les femmes n'avaient pas le droit de voter jusqu'en 1920. En Afrique, les femmes ne se limitaient même pas seulement à voter. Elles étaient chefs d'État, sinon avaient des institutions qui leur étaient réservées. Et les documents, les lois, les règlements reconnaissaient déjà dans les 1200, je dis bien dans les 1200, la place de la femme dans l'administration, la gestion de la cité, dans l'administration, la gestion de l'État. Les articles 16 de la charte du Mandé, la charte du Mandé, nous sommes là dans les années 1222-1236, disait déjà, il faut associer nos femmes à tous nos gouvernements. Donc, l'intitulé, si je ne me trompe pas, c'est les femmes en dehors de leurs occupations quotidiennes, doivent être associés à tous nos gouvernements. C'est pourquoi vous voyez, toutes les sociocultures voient les femmes en dehors de leurs activités quotidiennes associées au gouvernement. On voit des institutions dédiées et très souvent ce sont les institutions centrales. Nous allons encore le dire, c'est pas moi qui le dis, j'ai également entendu ça auprès des patriarches, le corps des Bakoko aurait donné lieu au Mbok des Bambombok. Voilà, donc c'est important de le dire. Les femmes ont toujours occupé une place centrale dans la gestion, dans le pouvoir au niveau africain. Justement, l'article 16 de la charte du Mandé, en plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées
à tous nos gouvernements. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire lecture de l'article 14 aussi? D'accord. L'article 14 dit « N'offensez jamais les femmes, nos mères. » Voilà. N'offensez jamais les femmes, nos mères. Voilà. Voilà article 14 de la charte du Mandé. Voilà la place. Nous sommes là en 1200. Nous sommes là en 1200. Mais en 1920, les femmes ne pouvaient même pas voter en Amérique. Nous sommes là en 1200. En 1944, les femmes ne pouvaient même pas voter en France. La première nous sommes étant là en 1200. La femme d'un testament célèbre voilà, de Gaulle, voilà, qui est la première femme à voter en France en 1944. Voilà. En 1200, comme tu le dis, la femme avait déjà une place centrale dans l'organisation de la cité. Et là, c'est en 1200. Mais on a cité des exemples en Égypte antique. C'était avec les Hatshepsut, les Péséchet et consorts. Des femmes d'État, des chefs d'État à la tête de l'État. Vous voyez la différence. Alors aujourd'hui, les femmes africaines veulent imiter les femmes occidentales et tout, alors qu'il faut tout simplement redevenir africain. Tout simplement. Exactement. Même sur le plan de la royauté, frère, à une certaine époque, ce n'est que tardivement que les femmes ont commencé à être reines en Europe. C'était toujours soit la femme du roi, soit la mère du roi, soit la sœur du roi, mais la femme n'était jamais au pouvoir, au centre du pouvoir en Europe. Voilà. Ce n'est que tardivement, effectivement, qu'ils ont compris que non, il faut, en Grèce même antique, quand une femme accouchait, on prenait l'enfant, on disait que cet enfant sortait du cuisse de Zeus. C'est incroyable. Donc la femme était tellement réduite. C'est incroyable ça. Il y a même un penseur... J'étais même pas au courant de ça, c'est incroyable. Justement, il y a même un penseur occidental qui a dit que nous devions avoir tous honte, que c'est quand même ignoble qu'un être humain sorte entre l'orifice où on fait pipi et l'orifice où on fait où on défèque, que vraiment l'homme ne devait pas être heureux d'être lui-même. C'est assis. Donc incroyable. Ils sont allés jusqu'à rendre la femme. Tu te rends compte à quel point. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons nos sœurs aujourd'hui n'ont pas besoin de. D'ailleurs on va le voir un peu plus tard dans l'émission. Alors frère, pour continuer, d'où vient alors le glissement, justement, qui a fait passer la femme d'un rôle de gardienne du cosmos à celui de simple ménagère, puisque nous avons déjà abordé la question sur les exemples des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et même de l'humanité tout court. Bien, il convient déjà de dire que la situation sociale elle-même y est pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas toujours la formation, l'initiation, l'éducation qu'ils méritent. Et du coup, il y a souvent des compétences qu'elles ne réussissent pas à acquérir. Et lorsque on est en défaut de ces compétences-là, on est obligé de se donner aux emplois qui nous sont suggérés. Si c'est un emploi de ménagère, bon, non pas pour dire que l'emploi de ménagère n'est pas méritant, si je peux le dire ainsi. C'est important. Moi, le mot ménager, c'est péjoratif. J'aimerais bien qu'on puisse dire également aujourd'hui, lorsque on reçoit des femmes chez nous, qu'on puisse dire des femmes de service, qu'on interdise même à nos enfants de les appeler des ménagères, parce que c'est dégradant. Parce qu'au fin de compte, qu'est-ce que ces femmes font en réalité? Ces femmes-ci, parce que les parents à la maison sont occupés par le travail et tout, ces femmes-ci prennent du temps pour préparer, pour mettre à disposition des repas et nourrir toute la famille. Donc, les enfants y compris. Mais une femme qui nourrit toute une famille, une femme qui fait grandir des hommes, c'est une femme de lumière quand même. Et cette nourriture-là qui n'est pas simplement physique, hein, parce que lorsqu'elle cuisine, elle y apporte des bénédictions à travers ce qu'elle dit. Voilà. Donc vous voyez ça. Et lorsque les parents ne sont pas là, il faut éduquer les enfants. Qui les éduque? Ce sont ces femmes de service-là qui viennent à travers ces différents services éduquer les enfants. Élever, en fait, ce sont des éleveuses de nations, quelque part. Pour pouvoir emprunter un peu et rajouter pour moi. Donc, elles élèvent des nations. Donc voilà, disons que il convient pour changer la donne de mettre à disposition des femmes les mécanismes nécessaires pour leur formation. Et ça, c'était déjà résolu en Afrique précoloniale, en Afrique hautement initiatique. Parce que, et je reviens encore sur les droits là et apparentés, comme c'est une socioculture que je connais un peu pour avoir
été dans certaines de leurs écoles, dans certaines de leurs confréries, et il nous a été enseigné, contrairement à ce que les autres disent, parce qu'ils se disent souvent que c'est l'Europe qui nous a amené les écoles, et que la première école a été bâtie dans le sud-ouest dans les années 1800-1900, mais ce n'est pas le cas. Les écoles existaient déjà dans nos sociocultures. Que ce soit depuis l'Égypte antique, avec la Péanque, ou avec Light Sebite, qui étaient les deux écoles de base, que ce soit dans l'Empire du Mandé, où il y a même eu des universités. D'ailleurs, la première université étant l'université de Sankoré. De Sankoré à Tombouctou. La première université à Tombouctou, dans la ville de Tombouctou, justement. Et dans tous ces axes d'enseignement, l'enseignement n'était pas seulement oral. L'enseignement était même écrit. Parce que tous les papyrus qu'on retrouve de l'Égypte antique qui nous enseignent, que l'on accorde même aujourd'hui à d'autres personnes, alors que ce sont les Africains qui se sont donnés à la recherche, à l'expérimentation et à la rédaction de tous ces papyrus. C'est écrit. Les papyrus sont écrits. Tous ces papyrus de mathématiques, de géométrie, de droit, c'est écrit. Voilà. Donc, les systèmes éducatifs existaient. Même lorsque nous étions dans l'Empire du Mandé à l'université de Sankoré que tu viens de citer, on parle aujourd'hui des manuscrits de Tombouctou. Manuscrits, ça veut dire écrit à la main. C'était écrit, des manuscrits écrits. Donc, il y avait de l'écriture. Donc, les gens qui disent, en fait, je le dis pour embrayer, que l'Afrique est essentiellement orale, ils ne nous font pas peur. Parce que nous savons aujourd'hui que l'Afrique n'a pas été seulement orale, elle est l'inventrice même de l'écriture. Et nous allons le voir peut-être tout à l'heure, parce que c'est Séchat qui a inventé et a initié son mari Djibouti à l'écriture, créant donc ainsi les Médonetcheurs et consorts, comme les contes noirs. Donc, il faudrait que la femme soit formée. Et dans ces écoles-là, les femmes étaient formées. Il n'était pas question que les femmes n'aillent pas à l'école. Les femmes étaient formées et recevaient les compétences. Alors, pour revenir à des cas plus proches de nous, parce qu'on peut me dire l'Égypte antique, l'Empire du Mandé, c'est lointain, mais c'est même pas si lointain que ça. Exactement. Hein. C'est très proche, c'est important de le dire, c'est très proche. 1200, c'est... Voilà. Et même en termes de géographie, c'est proche de notre localisation actuelle. Si on parle de l'Éthiopie de l'intérieur, et que l'on dise que une partie du Cameroun faisait partie de l'Éthiopie de l'intérieur. En fait, entre l'Éthiopie et l'Égypte antique, il n'y a que le Soudan qui nous sépare. Donc c'est très proche quelque part. Voilà. Alors, chez les Douala, il y avait ce qu'on peut appeler la Pamba. Mais le premier cycle de formation des femmes, en fait, les femmes allaient même en formation avant les hommes. Les femmes allaient en formation dès l'âge de 7 ans. Partaient en formation dès l'âge de 7 ans. Les hommes n'allaient que dès l'âge de 9 ans. Là, nous sommes dans la société Douala et apparentée. Ça, c'est important de le dire. Et les femmes pouvaient donc revenir donc, de leur formation à 14-15 ans et être prêtes pour le mariage parce qu'elles ont reçu des compétences. Elles peuvent aller chercher du travail dans les différentes institutions. Elles peuvent être femmes. Elles peuvent être femmes pleinement. Et elles peuvent donc aller chercher du travail dans les différentes institutions et être cooptées, être des femmes de grandeur. Être la mangone, par exemple, celle qui est la prêtresse. Être ceci, être cela, comme on retrouve dans les peuples de l'Ouest. Être la Kemsi, être je vais dire la Menyesi, parce que la Menyesi, c'est la femme. Être celle-là donc qui reçoit les patients, si c'est dans le cadre de la médecine, de la pratique médicale. J'ai vu notre matriarche lorsque vous avez diffusé le thème, c'était sur la médecine en Afrique traditionnelle. Donc il y avait donc ces médecins dont les appellations varient selon les sociocultures parce que les langues varient. Hein. Si je dis docteur en français ou médecin en français, ça peut être docteur en anglais. Bon, les langues varient. Donc les femmes recevaient des formations et pouvaient les mettre en application et être ces femmes de grandeur là. Donc aujourd'hui, il convient que l'on fasse de notre meilleur, de notre maximum pour toujours ouvrir les voies aux femmes pour leur formation, pour qu'elles acquièrent les compétences, mais les compétences nécessaires pour, n'est-ce pas, pouvoir se voir les portes des emplois ouverts. Voilà. Et au plan traditionnel, c'est toujours ouvert. Je pense que on a justement besoin, c'est comme je vous disais la dernière fois où vous m'avez invité sur votre plateau, qu'il fallait qu'on puisse rejoindre les institutions. Alors, on se retrouve, je prends l'exemple sur les Bankones, d'où je suis originaire dans la région du littoral. Je vous avais dit la dernière fois qu'on n'a pas d'institution. Donc, les institutions même dédiées aux femmes, elles aussi sont vides. Vous voyez un peu. Ça veut dire que chez nous, on a c'est ce qu'on appelle l'Ankala, c'est la femme vraiment la prêtresse. Mais si vous
partez dans les villages de Miang, vous partez dans les villages, il n'y a pas de Nkala. Et ça, c'est un problème. Il faut donc qu'on forme nos femmes à, n'est-ce pas, rejoindre leur position, à prendre de nouveau les positions qui sont les leurs. Parce que c'est elles qui sont gardiennes de cette tradition. C'est elles qui sont gardiennes du secret de la création. C'est elles qui sont gardiennes des hommes. Alors si elles ne sont pas dans les positions qui sont les leurs, la communauté aura des difficultés à évoluer. Donc, il faut que les femmes, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan administratif, politique, social, il faut que les femmes aillent à la conquête de toutes les positions les plus hautes possibles. Parce que c'est à elles d'ailleurs que revient le travail de mener l'humanité vers des avenirs meilleurs. Et dans le LACAM dont tu parlais dans la précédente émission, justement, la reine-mère dans ce LACAM-là a un rôle fondamental pendant la sortie du nouveau monarque. Elle est celle qui donne la bénédiction en dernier, justement, en tapotant ses deux mains, n'est-ce pas, sur le dos du chef. Tant qu'elle ne le fait pas, on ne peut pas considérer effectivement que le chef est sorti. Mais il faut quand même dire, frère, que la malhonnêteté intellectuelle de ces Occidentaux-là est indescriptible, parce que quand on parlait de l'université de Sankoré tout à l'heure, où leurs pseudo-savants sont venus acquérir la connaissance, ils ne le disent pas assez. Et c'est au contact justement avec l'Africain qu'ils ont vu le rôle central qu'occupait la femme en Afrique. Ils se sont dit, mais tiens, mais celle que nous considérons comme du n'importe quoi, mais chez eux là-bas, elle a une place centrale. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont commencé justement à occuper leurs femmes à des rôles importants dans la société. Vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure lorsqu'on va au LACAM, mais le faux qui doit, en fait, le faux en venir, c'est-à-dire que le chef d'État en venir, le roi en venir, lorsqu'il va se former au LACAM, il ne va même pas seul. Il ne va pas seul. Il va avec, bon, il y a le chien pour qui lui aussi est là pour sa formation, mais il y a aussi la Mengo qui est une femme qui est là pour sa formation, parce que tous sont formés ensemble, ce sont ses assistants et sortent de là ensemble. Voilà. Le Mbombok, pareil, parce que lui aussi il y a une formation, on ne devient pas... Hein, je disais que le Mbombok, ce n'est pas comme ailleurs où on devient juste chef d'un État comme ça, il y a une formation, c'est pareil chez le Mbombok. Mais lorsque le Mbombok va en formation, mais le sac qui garde ces objets de pouvoir, ces symboles de pouvoir, eh bien, c'est sa femme qui le porte. C'est ça. Très important. Alors, frère, quel a été l'impact de la colonisation et même des religions importées, on ne peut pas manquer de les citer, sur la perception du féminin dans nos sociétés? Alors, ça a eu un impact déplorable. Ça, c'est une très bonne question. Parce que la colonisation a eu l'effet, comme Lord Macaulay le disait, il a été en Afrique, il a vu un peuple fier, il a vu un peuple haut, mais qu'il convient de briser ce peuple et que la seule façon pour y parvenir, c'est de briser sa colonne vertébrale. Laquelle colonne vertébrale il définit comme étant la spiritualité et l'éducation. Il fallait donc détruire cela. Ce discours est quelque temps contredit, quelquefois avéré, mais on voit au fond qu'effectivement c'est ce qui a été fait. On a détruit la colonne vertébrale et cette colonne vertébrale était effectivement l'éducation et la spiritualité. Cela a été détruit. Maintenant, on a tout fait pour reléguer la femme au second plan. La femme est reléguée au second plan. Sur le plan politique, elle est reléguée au second plan. Non seulement, aujourd'hui, on a fait penser à la femme qu'elle ne méritait même pas d'acquérir, n'est-ce pas, des biens. Et le pire, c'est qu'on a fait croire que ça, c'est la culture africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans la rue, et que vous demandez si les femmes dans la culture africaine ont la possibilité d'acquérir des biens, on va vous dire que ce n'est pas le cas. Et on va vous pointer du doigt la culture africaine, alors que ça, c'est la culture occidentale. C'est dans un jugement, une jurisprudence rendue en Angleterre, dans la common law, qu'on a dit les femmes ne peuvent pas hériter des biens parce qu'elles-mêmes, elles sont bien. Un bien ne peut pas avoir de bien. C'est ça, en fait, la façon dont je paraphrase, mais c'est ce qui a été dit dans le jugement. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'il en vient? Les femmes à Kemet avaient déjà droit à la succession.
lorsqu'il y a une succession, les femmes avaient droit à un pourcentage bien déterminé de la succession. Certes, on pouvait dire qu'elles vont aller à mariage, et bien dans le mariage, elles vont avoir droit à d'autres biens, mais avant même le mariage, elles avaient déjà droit à une part de la succession. Alors, si nous revenons de ce côté-ci de l'Afrique, alors, la femme qui est chef d'État, la femme qui est chef de communauté, comme on a dit dans les communautés, les Lokbaba, les Lokpom, les Bonadindiens, les Boissalo et tout et tout. Ce sont des villages fondés par des femmes. Ce sont donc des villages qui avaient à un moment donné à leur tête les femmes. Si nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau, que ce sont des villages qui sont fondés par des femmes, et que ce sont dans des villages qui avaient nécessairement à leur tête des femmes, eh bien, remarquez quelque chose. Les biens d'une communauté, les terres d'une communauté sont gérés non pas par les hommes de la communauté individuellement, parce que nous ne sommes pas dans l'individualité, nous sommes dans le communautarisme. Les biens de la communauté sont gérés par le chef de communauté. Ça veut dire que ce sont les femmes qui géraient les biens de ces différentes communautés et les terres de ces différentes communautés. Vous imaginez que dans une république, que dans un État, que dans un village, que dans un groupement, un canton, ce soit la femme qui gère les biens et les terres de ces communautés. Et jusqu'aujourd'hui, en Afrique, on a des femmes qui sont chefs traditionnels. La chef du groupement Batanga Lowe, c'est une femme. On a d'autres cas sur les Mabis qu'on sort dans le grand sud du Cameroun. Donc on a des exemples. Justement, parlant du sud, j'ai fait 20 villages du sud en 10 jours. Et dans ces 20 villages, c'était essentiellement des femmes qui étaient chefs traditionnels. C'était fait exprès parce que je voulais voir et savoir comment est-ce qu'elle organise ces sociétés-là. Et ayant fait un vox pop auprès des membres de sa communauté, je t'assure, frère, que sur 20 femmes, tous étaient unanimes que la gestion était équitable. 20 villages au sud, dirigés par des femmes chefs traditionnelles, 20 villages. J'ai fait ces villages en 10 jours, expressément, pour corroborer à tout ce que tu étais en train de dire tantôt tout à l'heure. L'idée de la femme avant, c'était celle qui allait bien, c'était celle qui peut hériter dans le cas des successions, c'était celle qui peut acheter des biens, qui peut en avoir. Mais l'Occident est venu, non seulement nous faire croire que la femme n'avait pas de gros biens, mais nous faire croire que c'était notre culture à nous. Mais c'est en découvrant l'histoire en Égypte antique et en parcourant que je me dis, mais c'était même pas le cas. Et quand je suis tombé sur ce jugement, j'ai dit, mais voilà, l'ANAC, avoir une culture qui est la leur, où chez eux, les femmes n'avaient pas droit aux biens, parce qu'elles étaient elles-mêmes considérées comme des biens. Si bien que souvent, en allant au mariage, vous savez, la dot chez eux, c'est que les femmes, en venant au mariage, doivent aussi apporter des biens, parce qu'elles-mêmes, elles sont bien. Voilà. Chez nous, c'était complètement différent. Et la donne a complètement changé. On nous a reconfiguré en pensant qu'aujourd'hui, c'est de chez nous qu'il s'agissait. Que c'était chez nous où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des biens. Ou c'était chez nous où les femmes étaient considérées comme des biens alors qu'ils n'en avaient pas. Voilà. Et dans la culture occidentale, que nous ne critiquons pas, c'est la leur. Nous le reconnaissons. Mais les femmes étaient reléguées au second plan, tant sur le plan social que sur le plan religieux. Sur le plan social, je pense que c'est l'article 212 du Code civil qui dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Revenons donc un peu sur le plan religieux. Justement. Parce que sur le plan religieux, il y a 1 Corinthiens 11 qui fait savoir que Dieu est le chef du Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et la femme. La femme est reléguée au dernier plan. Elle doit rendre un culte à son mari. Et son mari doit rendre un culte à Jésus. Voilà. Et Jésus, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai pas. C'est clair. Pas de ceux qui ont rédigé ce document. Le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est dans leur livre, hein, la Bible. Dans le cheminement de la création, je sais que nous l'avons déjà dit, mais dans le cheminement de la création, c'est l'homme qui a été créé en premier. La femme est venue longtemps plus tard. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas pensé à elle. Pourtant, bon, Dieu là-bas est censé quand même être omniscient et tout, mais je pense que dans son omniscience, il n'avait pas quand même pensé à ça. N'avouez, c'est pas grave. Mais bon, ils ont quand même fait la femme plus tard. Mais ça dit, même dans les 12 disciples qui doivent accompagner le Sauveur, on ne voit même pas de femme. Toujours la femme, chez les catholiques, la femme peut même pas être pape, elle peut même pas être prêtre, elle peut pas. Simple prêtre, diacre, elle est sœur. Voilà. Donc,
vous voyez, dans les choses, on estime qu'elle n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'officier dans des postes d'une certaine hauteur, comme le poste de pape ou de prêtre. On la relègue donc à d'autres postes. Bien, la culture chez nous était donc différente et on nous a amené à penser que, n'est-ce pas, la femme ne peut pas faire tout cela. Mais moi, j'invite encore les femmes africaines à essayer de donner une chance à leur africanité, à leur culture, à revenir et à voir ce qu'il en est et à embrasser cela très fort. Sur le plan religieux, pour y rester, chez les catholiques, par exemple, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de femme qui soit capable, selon eux, de dire ou alors de célébrer une messe. Et j'ai posé la question un jour à un prêtre. Mais pourquoi est-ce que chez vous, vous ne mettez jamais les femmes au devant de la scène? Et j'ai dit non, tu sais, les femmes en période menstruelle ne sont tellement impures. Comment peuvent-elles à ce moment-là être devant une assemblée pour dire quoi? Et dit que toi alors le prêtre, que quand une jeune fille passe, tu regardes ses rondeurs. Là en pensée, qu'est-ce que tu fais? C'est différent de... Et qu'est-ce que vous en savez même que la femme en mensuelle est impure? Mais qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est qu'au XXIe siècle aujourd'hui qu'on voit même chez les pasteurs, les femmes décider que non, nous également, nous pouvons faire ce que nos hommes font. Voilà. Les femmes en période de menstrues ne sont pas impures. Très bien. Voilà, il faut le dire. Les femmes en période de menstrues ne sont pas impures. Nous avons dit dans une précédente émission, si je ne me trompe pas, que la femme, du moins le cycle mensuel, est adossé au cycle lunaire. Avez-vous l'impression que lorsqu'il y a la pleine lune, la lune est impure? Pas du tout. N'est-ce pas à ce moment-là d'ailleurs que les plus grands initiés essayent de faire des rites pour requérir les plus grandes bénédictions? Mais la pleine lune, c'est la femme en période de menstru. Elle a un plein d'énergie. Elle a un plein d'énergie, si bien que si elle vient toucher un objet chargé, ça peut être déchargé. Elle a un plein d'énergie et il faut donc en profiter de ce plein d'énergie pour essayer de solutionner certains problèmes auxquels la population, la communauté fait face. Et je pense que les femmes dans les institutions dédiées, le Mevungu, les corps et tout, avaient un certain nombre de savoirs autour de la femme en période de menstru pour, n'est-ce pas, solutionner un certain nombre de problèmes. Exactement. Et ce sont ces savoirs qu'il convient qu'on apprenne de nouveau aujourd'hui. Frère, certaines femmes aujourd'hui revendiquent l'égalité des sexes. Du point de vue kamite, cette revendication a-t-elle un sens? Traduit-elle une perte de repères initiatiques? Ça va me permettre, n'est-ce pas, pour contribuer à cette question, de citer certaines femmes et leur rôle pour dire à nos sœurs qu'elles n'ont rien à revendiquer l'égalité des sexes. Et qui est certain, c'est que l'homme ne sera jamais la femme ne sera pas également l'homme. Chacun a son statut et sa contribution. Exactement. Je vais citer Mérite Néit, qui est une reine de la première, je dis bien reine de la première dynastie, considérée par certains comme la première femme pharaon. Son nom qui signifie aimée de la déesse Néité. Elle aurait régné comme régente ou souveraine à part entière. Nous avons cité Péséchet, première femme médecin connue de l'humanité, directrice des femmes médecins, preuve que les Égyptiens pouvaient exercer la science et la médecine. Nous avons également cité Hatshepsut, pharaon de la 18e dynastie, l'une des plus grandes souveraines d'Égypte. Elle a instauré une longue période de paix et de prospérité. Elle s'est fait représenter avec la barbe royale, symbole d'autorité, comme tu le disais tantôt tout à l'heure. Nous avons Néfertiti, grande épouse royale du pharaon Akhenaton, entre autres, connue pour sa beauté et son influence politique. Elle participera activement à la réforme religieuse monothéiste centrée sur le dieu Amon. Je peux citer comme ça une pléthore et même les femmes contemporaines africaines, comme on a cité tantôt. La femme aujourd'hui qui réclame l'égalité des sexes. Maintenant, du point de vue kamite, cette revendication a-t-elle un sens ou traduit-elle une perte de repères initiatiques? C'est que nous faisons que dire depuis le début de cette émission. En fait, la femme a tellement été reléguée au second plan et que lorsque
les Occidentaux sont venus par l'entremise, n'est-ce pas, de la colonisation et du christianisme et même de l'islam. Elle s'est vue, une fois de plus, reléguée davantage et davantage au second plan, si bien que lorsque, en Occident, les femmes mènent le combat pour l'égalité, dans le cadre de l'anthropologie occidentale, de l'histoire et de l'évolution occidentale, ça se comprend. Ça se comprend en ce sens que les femmes ont été reléguées. Elles n'avaient pas le droit de voter. Elles n'avaient pas le droit de posséder des biens ou d'hériter. Elles n'avaient pas ceci, elles n'avaient pas cela. C'est normal qu'elles revendiquent l'égalité. L'égalité en ce sens que ce à quoi les hommes ont droit, nous voulons aussi avoir droit. Comme les hommes avant 1944 avaient le droit de voter, nous on n'avait pas. Nous aussi on veut voter, on veut être égal. Comme les hommes avaient le droit d'hériter, vous avez un père ensemble, les garçons héritent, toi la femme tu n'hérites pas. Tu veux avoir les mêmes droits que les hommes. Tu veux être égal, tu veux également hériter. C'est ça le mouvement de l'égalité. Mais lorsqu'on revient en Afrique, est-ce que nous avions ces difficultés? Les femmes, il ne s'agit même pas de voter, nous avons vu qu'elles étaient à la tête des États, vous l'avez encore cité. Les femmes, même lorsqu'elles n'étaient pas à la tête des États, avaient une position centrale, matricielle, principielle dans l'organisation politique parce qu'elles étaient dans des institutions dédiées à cela. Voilà. Donc nous avons vu tout cela. Ça veut dire que chez nous, les femmes n'ont pas besoin de lutter pour l'égalité. Vu qu'elles ont déjà une posture qui ne convient même pas, il ne convient pas d'envier une autre posture. Voilà. Tout ce qui convient donc de faire, c'est de redevenir tout simplement la femme africaine et de s'organiser tout simplement comme africain. Parce que comme Thomas Sankara le disait, notre père idéologique, il faut apprendre à vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Voilà. Maintenant, en Afrique, une fois de plus, la question d'égalité ne se pose pas parce que nous ne sommes pas dans une visée égalité. C'est pas ça qui nous importe. Nous, on ne cherche pas l'égalité, on ne veut pas ça. Ce que nous, on veut, c'est la complémentarité. Parce que pour être égal, c'est comme si on devait avoir les mêmes choses, les mêmes attributs, les mêmes ceci, les mêmes cela. Oh, l'organisation africaine ne vise pas cette dimension-là de la vie. L'organisation africaine veut que la femme ait des responsabilités spécifiques, ait des dispositions spécifiques et des aptitudes spécifiques qui sont différentes de celles de l'homme pour que les deux se complètent. Et l'humanité a voulu cela ainsi. Le divin a voulu cela ainsi déjà en nous créant différemment. La femme a un corps différent de l'homme. Elle n'a pas un corps égal, elle n'a pas la même chose. Elle a même plus parce que dans les écoles, il y a souvent une étude sur les orifices. Les orifices. Et on finit souvent par dire que c'est vrai que nous, tous les deux, que ce soit l'homme ou la femme, nous avons cet orifice sur la tête. Mais au fur et à mesure que l'on descend, l'homme ne finit par avoir que 2 de plus pour l'amener à 9, alors que la femme va plus loin. Elle va à 12. Elle va à 12. Alors, comment est-ce qu'on veut être égal? Mais il faut plutôt qu'on soit complémentaire. Parce que la femme, au croisement de ses deux jambes, elle a plutôt une blessure, une ouverture. Nous, on a plutôt un phallus. Mais si les deux avaient des phallus, si les deux étaient donc égales, est-ce qu'on allait pouvoir continuer l'œuvre de divin qui est de procréer? Mais c'est parce que l'homme a le phallus et qu'elle a une ouverture qu'on se complète. Et c'est ainsi que l'Africain s'est basé pour organiser sa vie. Dans le village, ce n'est pas tout le monde qui porte le bois du champ pour amener le bois à la maison. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas le travail de la femme. C'est le travail de l'homme. Moi, je vais être sidéré si j'arrive dans un village, dans une maison où il y a les garçons, c'est la femme qui fait ça. Non. La femme, elle doit plutôt, comment je peux dire, comment on dit harvest en français encore? Harvest. Bon, les semences, bref, la récolte, voilà, la récolte. Lorsque nous avons un champ de manioc, c'est la femme qui doit récolter, ressortir, n'est-ce pas, les tiges qu'on sort. Elle peut ranger ça dans le sac, c'est son travail. Mais c'est l'homme qui doit, à présent, porter ce sac pour le ramener dans la ville. Donc les travaux sont bien divisés. Chacun a un rôle bien spécifique. Parce que lorsque chacun a un rôle bien spécifique, on se complète pour la meilleure évolution de la communauté. C'est ça l'organisation. Dans une organisation, on repartit des tâches. Chacun a une tâche différente et en fin de compte, tout ça se complète pour l'évolution de l'organisation. Mais si tout le monde fait les mêmes tâches, où est-ce qu'on va?
Donc, l'organisation de l'Afrique, c'est une organisation de complémentarité. La femme est gardienne du pouvoir politique, l'homme exerce le pouvoir politique. C'est la règle. On a vu des cas où c'est la femme qui a exercé le pouvoir politique. Mais voilà un peu la façon dont c'est segmenté. C'est pour ça qu'elle garde le sac du Mbombok. Et lui, après sa formation, il prend le sac pour exercer. Gardien du pouvoir politique, celui qui exerce le pouvoir politique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que dans tous les pans de la vie, c'était bien organisé. Même dans les choses les plus simples, tu arrives dans une famille africaine aujourd'hui, où il y a des filles et des garçons dans une maison, ce n'est pas le garçon qui va laver les plats ou les marmites. Ce n'est pas le garçon qui va préparer. Ça, c'est ce qu'elle fait. Parce que ce sont des travaux que nous avons dédiés aux femmes. Et il y a des travaux que nous allons dédier aux hommes. Ce n'est pas l'homme qui doit faire à manger. Ce n'est pas l'homme qui doit faire la cuisine. Hein? Ce n'est pas pour dire que la place de la femme, c'est seulement la cuisine. Oui, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais nous avons vu que la place de la femme, c'est également ailleurs. Mais la place de la femme, c'est aussi à la cuisine. Parce que quand elle donne naissance à l'enfant, que l'enfant soit un homme ou une femme, et donc un garçon ou une fille, c'est elle qui nourrit en premier cet enfant en lui donnant du sein. Il n'est que normal que dans l'évolution de cet enfant qui a déjà eu à recevoir de la nourriture de sa mère, que ce soit la femme qui continue à faire la cuisine pour nourrir les hommes. Et la cuisine, même ici, pour la femme, est un espace sacré et tout le monde ne doit pas y pénétrer n'importe comment sans l'autorisation même de la femme en question. Exactement. Exactement. Donc, même comme on dit aujourd'hui que les meilleurs cuisiniers sont des hommes, oh, ça prête à confusion. On se perd. C'est vrai qu'il y a bien des mets que les hommes font. Dans la communauté, vraiment, les mets les plus simples, on ne va pas dire que si la femme est malade, c'est toujours elle qui va venir, bien sûr, qui va venir préparer. Si elle est en pleine d'énergie, peut-être elle voit ses règles, ce n'est pas elle qui va préparer pour son mari. Donc, il y a bien des temps, des moments où l'homme peut essayer de se battre pour faire quelque chose. Mais je dis, le premier rôle, c'est dévolu à qui? C'est d'abord dévolu à la femme. On peut avoir des petites exceptions. Les exceptions sont là pour confirmer la règle. Et donc, selon ton discours, la femme africaine aujourd'hui ne célébrerait pas une journée comme le 8 mars, qui est soi-disant la journée consacrée aux droits des femmes, puisque cette femme africaine-là est déjà honorée chaque jour selon les lois de la tradition. Oui, bon, célébrer le 8 mars, c'est selon qui? Moi, je ne sais pas qui a décidé qu'on célèbre la femme le 8 mars. Je pense que c'est bien un peuple qui doit déterminer quand il faut célébrer la femme ou comment il faut célébrer la femme. Eh bien, c'est bien les Africains parce qu'ils sont les premiers êtres de l'humanité. L'humanité a commencé en Afrique. On ne le dit pas pour s'inventer. Ce n'est pas pour s'inventer. Mais lorsqu'on dit que l'humanité a commencé en Afrique, c'est parce que les premiers hommes à être apparus sont apparus en Afrique. La science aujourd'hui et tout le démontre. Ce n'est même pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi, Vangendia, qui le dit ou toi-même, Niamsi, qui le dit. Nous ne le disons pas. Nous voyons juste ce que la science a dit. Et certaines de ces recherches ont été mises à notre disposition par notre père chez Kantadio, que son cas soit vérifié. Et les recherches continuent aujourd'hui. Ça veut dire que c'est nous qui sommes mieux placés, surtout que c'est chez nous que ça a commencé, que c'est la femme qui était la première. C'est à nous de dire quand on peut la célébrer ou pas. Bon, mais s'il y a déjà une journée pour la célébrer, c'est pas mal. Essayons de la célébrer. Mais notre rôle aussi, c'est de dire chaque jour qui est la femme. C'est d'appeler chaque jour les femmes à redevenir celles qu'elles étaient. Parce que c'est quand elles étaient les femmes qu'elles étaient que nous avions des communautés fortes. Et aujourd'hui, il faut faire de l'Afrique une puissance. Il faut faire de l'Afrique la plus grande puissance que l'humanité ait jamais connue. Et on ne va pas le faire avec des femmes qui sont encore aveuglées par des réalités qui autrefois étaient des réalités des femmes occidentales. On doit le faire avec des femmes dignes, libres. Des femmes qui vivent africaines. Parce que vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Il faut que les femmes redeviennent donc ces femmes-ci. Il faut que les femmes africaines redeviennent les Inga, les Kimpavita, les Ya Santewa que vous avez cités. Il faut qu'elles redeviennent et qu'elles nous accompagnent vers la libération complète et totale de l'Afrique. D'accord, frère. Sur le plan de la beauté, par exemple, nous voyons nos femmes aujourd'hui très complexées au point d'utiliser, n'est-ce pas, les mèches qui viennent d'ailleurs, au point de raser complètement leurs sourcils et y mettre, je ne sais pas comment on appelle, les fossiles, comme elles appellent, elles disent quand même faux. Mais elles portent ces cils-là. Ouais. Elles disent faux ongles, ouais. Mais elles portent ces ongles-là. Alors sur le plan de la beauté, ouais. Est-ce que la femme africaine à l'époque antique était aussi artificielle que celle d'aujourd'hui?
Parce que celle d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le complexe sur lequel se base. Je pense qu'il nous faut toute une émission pour parler de la beauté chez la femme africaine. Et on va essayer de revisiter, de voir un peu ce que l'Afrique a apporté, ce que l'Afrique défend en termes de la beauté et tout. Je pense que les greffes, j'ai moi-même beaucoup de difficultés avec. Parce que lorsqu'on étudie un peu, je ne sais plus quel doyen le disait encore, mais les cheveux importés. Et je le constate, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes vont nous dire il y a du synthétique, il y a de ceci, il y a de cela. Je comprends. Mais l'un de ces cheveux importés, dans cette typologie-là, il y a quand même ce qu'on appelle les mèches indiennes. Les indiennes, les brésiliennes, les ceci. Les péruviennes. Les péruviennes. Et je m'intéresse particulièrement à la question des indiennes. Et ce doyen nous avait fait savoir qu'en fait, les indiennes, c'est quoi? C'est vraiment les cheveux des indiennes. Donc ça, je vous le conseille. C'est vraiment des indiennes. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça indienne parce que c'est fabriqué en Inde. On appelle ça indienne parce que c'est vraiment les cheveux des indiennes. Ils sont prélevés sur la tête des femmes indiennes. Mais dans quel processus? C'est qu'à l'époque, les Indiens, vous savez, sont des gens très proches de leur culture. C'est d'ailleurs ce qui motive également leur grandeur, leur puissance à l'échiquier international, dans les relations internationales. Alors, pour se purifier dans leur culture, dans les différents rites qui interviennent, l'un des mécanismes dans l'un de ces rites, c'est de se raser la tête. Pour se purifier. Oui, pour se purifier. D'enlever ses cheveux de la tête. Parce qu'en enlevant les cheveux, comme la tête, c'est le siège de la conscience, et que pour dépouiller les impuretés, les négativités, les souillures de l'être dans sa vie présente, dans les vies passées, les souillures même héritées de ses gènes, de sa généalogie, il fallait donc enlever les cheveux parce que les cheveux permettaient de concentrer toutes ces impuretés, toutes ces souillures, toutes ces négativités dans ces cheveux. On se dépouille de cela, on enlève cela et on s'est déchargé. On a déchargé les impuretés, les négativités, les souillures dans ces cheveux. Ce sont ces cheveux qui sont pris, qui sont javélisés, qui sont commercialisés, qui sont envoyés ici. Et donc nos femmes courent pour acheter et pour se mettre ça sur la tête, sur le siège de leur conscience à eux. Mais vous savez, les impuretés se transmettent par le toucher aussi. Bien sûr. Les impuretés se transmettent par tellement de moyens. C'est-à-dire qu'il y a un accident de circulation dans une mort tragique, vous passez là-bas, en passant là-bas, vous prenez un peu de ces impuretés. Quelqu'un vient de commettre un meurtre, il vient, il vous salue, le simple fait de vous saluer, il vous communique un peu de ces impuretés. Imaginez donc à plus forte raison, porter les cheveux où on a condensé les impuretés d'une personne et de vous mettre ça sur la tête, vous héritez de tout ça. Et après ça, on s'étonne quand même des dérives de la communauté. On peut comprendre le degré de BTT dont on montre nos sœurs et ici avec ces histoires-là. C'est incroyable mon frère, c'est incroyable. Donc, il faudrait à un moment quand même qu'on puisse dire stop. Parce que dans la culture africaine, et quand je parcours l'Afrique, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il nous faudrait toute une émission pour parler de la beauté en Afrique. Et je dis, quoi de mieux qu'un homme pour parler de la beauté de la femme? Parce que c'est pour nous séduire aussi quelque part. Alors, la responsabilité est aux femmes, la responsabilité est aussi aux hommes. Mais avant d'arriver à la responsabilité, nous allons dire que la femme, donc, dans la culture africaine, la beauté, c'est avec ses cheveux. Pas les cheveux défrisés. Parce que les cheveux défrisés, c'est aussi un complexe. C'est parce qu'on a honte de nos cheveux. Et parce qu'on voit les autres avoir des cheveux lisses, on veut donc rendre également nos cheveux lisses par le processus, par le défrisage. On va donner toutes les raisons qu'on veut. C'est difficile à l'entretien, c'est ceci, c'est cela. Mais à la fin du compte, nous le savons au fond de nous, ce sont des excuses. Parce que nous avons, même dans le combat Kamit aujourd'hui, j'essaie pas de faire leur publicité, bon, je vais donc faire leur publicité, des femmes qui ont consacré leur temps pour se former dans la mise sur pied des produits cosmétiques. Je dis se former, elles ont pris le temps de se former. Et comme quelque part, c'est aussi des initiés, elles ont pris le temps d'étudier les essences pour voir, à mesure de découvrir les essences qui sont favorables pour l'entretien des cheveux. Elles ont mis sur pied des produits cosmétiques. Vous avez les Teferet Chofa, vous avez les Ngeng Yango. Avec le produit mythique à Santewa. À Santewa. On peut les contacter et avoir des produits qui nous aident à entretenir les cheveux. C'est-à-dire l'argent que l'on prend
pour aller défriser et défriser régulièrement, parce que quand il y a des repousses en bas, c'est crépus et on défrise, on peut en lieu et place de prendre l'argent pour défriser, en lieu et place de prendre l'argent pour acheter les indiennes, dont les impuretés des indiennes, pour acheter les péruviens, les brésiliens, on peut prendre cet argent et le redéployer dans l'entretien des cheveux. Regardez les femmes, les anciennes femmes africaines, à travers toutes les grandes sociétés qu'on a eues, est-ce que les cheveux n'étaient pas beaux? Est-ce que les cheveux n'étaient pas attrayants? Exactement. Elles avaient des magnifiques coiffures avec leurs cheveux. Et c'est le moment pour moi de remercier sincèrement le professeur Mbondi Tingele. C'est notre père, c'est notre père, c'est le grand maître, vraiment. Et chez lui, il n'est pas seulement grand maître dans le savoir, je ne sais même pas comment sur le plan académique. Sur le plan académique, en tant que professeur. Vous savez, c'est le premier anthropologue, c'est le summum en réalité. C'est le summum du savoir, c'est le summum de la science initiative, c'est le summum de tout. Et nous allons donc dire qu'en fait, il organise de temps en temps dans son village des festivités. Et l'un des moments forts des festivités qu'il organise dans son village, c'est les tresses africaines. Pour former les femmes sur les tresses africaines, apprendre les tresses que l'on peut faire, les différentes coiffures que l'on peut faire et être belle avec ces coiffures. Parce que souvent aussi, on ne connaît même pas. Souvent, on ne connaît même pas les coiffures que l'on peut faire avec nos cheveux. Mais un festival comme ça, par l'entremise du grand maître, du grand prof, du grand maître de la science, le professeur Mbondi, permet quand même aux femmes de redécouvrir cela, d'apprendre à le faire, à l'effet de le faire à d'autres femmes. Parce que c'est également une compétence acquise lors d'une formation comme ça. Vous pouvez ouvrir tout un salon de coiffure pour tresser les femmes et faire des tresses africaines, faire des coiffures africaines. Qui portent bien des noms et des significations. Qui portent des noms, qui portent des significations. C'est toute une science. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vraiment, c'est toute une science. Vraiment, l'Africain ne faisait rien dans l'innocence ou rien dans le... comment on dit, dans le profane. Rien n'était totalement profane. Le profane est mêlé avec le sacré. Donc vous pouvez voir que même dans la coiffure, il y avait une forme de sacré à l'intérieur. Comment attirer de bonnes ondes vers soi, comment attirer de bonnes énergies, comment être soi-même attrayante, comment avoir de la chance, comment capter la chance, comment repousser les négativités, tout ça dans sa coiffure. Voilà. Donc, et même cette tresse-là servait même de communication. C'est-à-dire quand on fait les renversés aujourd'hui, ça veut dire, ça renvoie à tel ou tel autre message. Quand on fait, par exemple, les bigodis, ça renvoie à tel autre message. Donc, c'était même un système de communication. Exactement. À l'époque. Exactement. Vous voyez, tout un savoir qui est enfui seulement dans la seule coiffure. Dans la seule coiffure. Moi, je me rappelle, Motundi parlait souvent des fractales. Il disait que les fractales, qui est un système mathématique créé en Afrique, étaient même représentés dans les coiffures. Justement. Autant de choses. Justement. Donc, il faut que l'on puisse promouvoir ces coiffures, les montrer, les vulgariser. Souvent avoir le faire souvent gratuitement, avoir des périodes où on a communiqué longtemps à l'avance pour que les femmes puissent être au courant de ce qu'il y aura dans un endroit donné, durant telle ou telle période, des spécialistes qui vont faire gratuitement ce qui le veut bien des tresses africaines. Et on présente à l'occasion des produits, parce que lorsqu'on utilise ces produits aussi, l'entretien est plus facile. C'est-à-dire quand vous peignez, vous avez moins de mal, vous n'avez pas de mal. C'est-à-dire parce que les femmes avant entretenaient leur beauté. Ça, c'est le cas des cheveux. Parce que lorsque tu as tes cheveux naturels et que tu es bien tressé, que tu es belle, c'est ça qui est la vraie beauté. Il y a même une relation avec le soleil, avec même le la soleil, lune. avec la mélanine des cheveux et tout. C'est pour ça d'ailleurs que les cheveux sont crépus. Voilà, les ongles c'est pareil. Ça dit qu'il y a une différence. Lorsque tu vois une femme qui a ses ongles naturels, vraiment naturels, mais c'est beau, ça dit que c'est... Ça veut que nous les C'est hommes... bien entretenu. Les hommes, nous on ne garde pas les ongles. C'est la part des hommes. C'est pour ça que je disais encore tout à l'heure, il n'y a pas d'égalité. On va pas garder. Moi, si je vois un homme avec les ongles gardés, je risque Ou bien défriser les cheveux, comme les femmes. Voilà. Bon, nous sommes en fait, garder les cheveux. Bon, garder les cheveux, on peut garder les cheveux. Les cheveux, c'est la couronne. Les hommes peuvent garder les cheveux, mais pas faire de coiffure. Mais je dis aux hommes, c'est-à-dire que vous imaginez les hommes garder les longs ongles. Moi, je vais avoir peur parce que je sais que c'est pour les femmes. Imaginez dans les femmes, elle a gardé les ongles sont longs. Ça dit que la partie rouge, on voit la partie blanche, on voit, c'est bien entretenu, c'est taillé, c'est limé, c'est beau. C'est tellement attrayant. Bon, s'il faut faire un choix entre ça et les faux ongles, le choix est vite fait.
J'ai vu certaines publications de certaines femmes qui disaient que bon, les ongles étaient déjà ajoutés depuis l'Égypte antique. Bon, c'est à charge pour nous de vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vais prendre le temps de vérifier avant l'émission qui traitera donc de la beauté chez les femmes. Donc voilà, les femmes, lorsqu'elles sont naturelles et bien entretenues, seront toujours plus attrayantes. Mais je disais tout à l'heure que la responsabilité, c'est à deux niveaux. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont responsables, c'est également les hommes qui sont responsables. Et ça, les femmes ne manquent pas de nous le dire. Parce qu'elles disent souvent que nous, les hommes, on dit qu'on veut le naturel. Mais quand on voit alors la vidéo avec la brésilienne, avec les faux ongles, avec les cils, c'est là-bas qu'on part. Donc nous aussi, il faut qu'on arrête. Hein, il faut qu'on arrête. Bon, je pense aussi que c'est un faux prétexte, d'après moi, que c'est un faux prétexte. Voilà. Donc s'il y avait des hommes qui nous suivent, qui faisaient ça, il faut que vraiment qu'on arrête. C'est le moment d'arrêter. Parce qu'il faut qu'on accompagne, c'est une lutte commune. On est complémentaires. Donc il faut qu'on l'accompagne dans ce combat de la réappropriation de sa fierté. Et la fierté commence par sa personne. Il faut qu'elle soit fière de sa personne telle qu'elle est. Donc les Njangsang, les défrisages, les ceci, il faut qu'on l'aide à mettre ça de côté. Mais nous aussi, c'est en étant avec elle. Parce que si on... En les accompagnant. En l'accompagnant. Parce que si on la délaisse pour rechercher d'ailleurs celles qui ont fait exactement la même chose, vraiment ce n'est pas bon. Donc si vous voulez jongler, parce que nous les hommes on jongle beaucoup, si vous voulez jongler, jonglez aussi quand même avec les femmes qui sont fières de leur aide. Pour que quand votre madame là voit que vous êtes parti avec une autre fille à côté, je ne dis pas qu'il faut être infidèle, mais si jamais vous devez faire ça, n'allez surtout pas avec les femmes qui ont les greffes. Allez surtout pas avec les femmes qui ont les ongles ou les ceci. Allez quand même vers les femmes qui sont aussi naturelles pour que quand madame va voir, elle va dire effectivement, ce qu'il veut, c'est le naturel. C'est une femme qui est belle en étant elle-même. C'est en ce sens qu'on peut accompagner. Faisons tout pour les accompagner parce que la responsabilité peut être à deux niveaux. La leur, mais également la nôtre. Accompagnons-les. Frère, j'ai comme l'impression même que l'aliénation est contagieuse, hein, parce que j'ai reçu la sœur Ngeng Eyango sur ce plateau. Elle a développé, elle a bien développé, elle a présenté même les produits, mais je t'assure que c'est l'une des émissions qui a eu moins de vues. Ah ça? Oui, c'est l'une des émissions qui a eu, sinon l'émission qui a eu la moins de vues, mais tout simplement parce que quand j'ai parlé d'aliénation tout à l'heure, c'est complexe là. Dès qu'on voit une femme à la télé, bon, tout de suite dans l'imaginaire, bon, qu'est-ce qu'elle peut apporter de bon? Encore dans une chaîne comme télévision, où là-bas on fait la science. Et c'est l'occasion pour nous de dire que non, il faut faire très attention. Nous en avons déjà dit beaucoup concernant les femmes. Et j'ai même pas vu une seule femme faire un commentaire positif à l'endroit de la sœur Ngeng Eyango. Or, les produits qu'elle présentait ont fait leurs preuves quand même. On fait les preuves, frère. Donc, il faut que nous sortons de cet imaginaire-là, il faut que nous sortons de cette aliénation-là et que nous sachions effectivement que la femme... Moi, j'ai mené une petite enquête. Lorsqu'un jeune commence à travailler et qui touche de l'argent, il n'est pas rangé. Du tout. Quelle qu'en soit sa rectitude morale, quelle qu'en soit sa probité, il n'est pas rangé. Mais une fois qu'une femme arrive dans sa vie, tout de suite vous voyez un changement positif sur tous les plans. Ça veut dire l'importance de la femme. Mais pourquoi continuons-nous aujourd'hui dans nos sociétés de prendre ces femmes-là avec beaucoup de bassesse, de prendre ces femmes-là avec beaucoup de... ne leur donnant pas la place qui est la leur. Moi, ça me choque beaucoup. Et j'ai en Mondo Vision dit ici que toutes les femmes kamites qui sont capables de communiquer sur une discipline quelconque, le plateau de Kemet Télévision leur est ouvert. Même en termes de publicité, comme Ngeng Eyango le fait. Venez, Kemet Télévision est ouvert. N'ayez pas ce complexe-là. Nous avons beaucoup de femmes dans le combat, mais j'ai comme l'impression qu'elles ont encore ce sentiment-là de rejet pour venir exposer leurs idées ici, frère. Donc c'est important ce que nous faisons et nous appelons la femme africaine à venir sur le plateau, à se découvrir,
à se réinventer, elle aussi. Elle n'est pas restée, comme tu l'as dit tantôt, au rôle de femme, à la cuisine, et le 8 mars courique, non, égalité des sexes, c'est ce que l'homme fait, je peux aussi faire, et tout ça. Non, et tu as bien fait de le dire que c'est la complémentarité. Parce que l'homme ne peut pas être la femme, comme aussi la femme ne peut pas être l'homme. Voilà, il y a une complémentarité pour un certain épanouissement, d'abord au niveau de nos familles, et par ricochet à la communauté, et puis toute l'humanité. Ouais. Donc voilà, si, du moins moi je vais continuer dans la même lancée, inviter toutes les femmes qui nous suivent. Si vous avez un savoir, peu importe le domaine, même si vous avez la sensation que ce n'est pas forcément traditionnel, vous avez un savoir, technologie, science, peu importe, venez nous présenter vos savoirs parce qu'on veut voir la femme créatrice. Créatrice en termes de science, en termes de technologie, en termes de tous les savoirs. Venez présenter. Et comme vous n'avez pas suivi l'émission de Nguyen et Yango, je vais donc un peu vous déranger en vous parlant donc de Nguyen et Yango parce que vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas suivi l'émission. Et si prochainement, quand je viens ici, on me dit que vous n'êtes pas allé sur l'émission là, je vais encore prendre 30 minutes, n'est-ce pas, pour parler d'elle. Alors, Nguyen et Yango, et peut-être même d'autres, hein. Voilà, Nguyen et Yango, c'est une femme qui déjà est une femme de science. Parce qu'elle a eu le courage de chercher, d'expérimenter, vraiment, de mettre sur pied donc un certain nombre de produits dont les gammes varient. Moi, je me rappelle de la gamme Tiki en termes de savon, en termes de... Et tout type de savon, il ne s'agit pas de savon en solide, en liquide, des gels pour les cheveux et qu'on sort. Elle a mis... Bio, s'il te plaît. Bio. Jusqu'aux encens. J'en ai même encore à la maison. Des encens, c'est-à-dire tout est mis sur pied. Des huiles, je dis vraiment tout. Avec des essences africaines, avec des essences naturelles, pas de produits chimiques à l'intérieur. C'est la cannelle, tout est naturel. Donc, vous pouvez acheter. D'ailleurs, elle a même ouvert un restaurant aussi. Hein, justement, à Douala. Il n'y a que des plats traditionnels. Les liqueurs sont des liqueurs produits localement, made in Africa, made by black knowledge. C'est avec du savoir local. Les liqueurs, c'est pas pour les autres qu'elles vendent. Elle ne va donc pas vous vendre le Black Daniels là-bas, ou je ne sais pas le Jack, ou je ne sais pas tout quoi. C'est les liqueurs locales, les vins sont locaux, les boissons sont locales. Donnons une chance à cela. Essayons d'aller découvrir. Parce que, et vous vous souvenez, je termine par là, si vous ne le faites pas, eh bien, je pense que nous sommes dans l'impérialisme quelque part. Parce que l'impérialisme, comme le maître idéologique Sankara le disait, c'est le riz importé qui est dans nos plats. Il ne faut pas aller chercher où est-ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme, c'est dans les bouteilles de vin de je ne sais où importées que nous buvons. Je ne dis pas que vous ne devez plus les boire. Je ne dis pas que vous ne devez plus manger du saumon. Mais je dis, si vous avez l'opportunité d'encourager également des gens et de découvrir ce que nous aussi on fait, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il faut vivre africain. Et nous devons apprendre à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. C'est Sankara qui le demande, ce n'est pas moi. C'est Sankara qui le demande. Exactement. Voilà. Nous avons d'ailleurs pris rendez-vous avec la sœur Nguyen et Yango à son restaurant à Douala pour y faire une émission. Et nous avons pris la responsabilité de la promouvoir et de promouvoir les mets africains qu'elle concocte justement dans son restaurant. C'est juste le temps qui ne nous a pas permis de réaliser déjà cette émission, mais ça va se faire. Le rendez-vous avait déjà été pris. Exactement. D'accord, frère. Bientôt, nous allons sortir de l'émission sur le plan de la résistance pendant les invasions. Par exemple, quel a été le rôle de la femme aux côtés, n'est-ce pas, des hommes pour résister à ces différentes invasions que Kemet a subies? La femme a eu déjà deux rôles. Effectivement, il y a eu un rôle où elle assistait les hommes, mais il y a également un rôle où elle était en avant, en tête même, des luttes contre les invasions. C'est le cas déjà avec Nana Asantewa. Vous savez, dans le royaume Ashanti, le leader c'est un Asanteino. Et celui-ci avait été capturé et envoyé, n'est-ce pas, comment on dit, quand on envoie quelqu'un, bon, j'oublie le terme, mais il avait été capturé, il avait été déporté, voilà, envoyé en exil. C'est le terme exil que je cherchais, envoyé en exil. Et comme je manipule plusieurs langues, souvent je me perds dans les langues, voilà. Il avait été envoyé en exil. Et puis les hommes n'ont pas mené le combat. Ils ne se sont pas organisés
pour combattre, n'est-ce pas, les troupes coloniales à l'effet de ramener leur roi sur le trône. Ils ne l'ont pas fait. Ils avaient peur. Ils étaient pris de frayeur. Alors c'est une femme, Nana Asante Ouaki, voyant cela, se fâche. Et durant une assemblée, elle prend la parole. Elle dit que si vous les hommes, vous avez peur, nous les femmes, on va se lever. Même si elle a rassemblé 21 000 femmes. Pas 100. Pas 200. Même pas 1000. Hein. Pas 5 000. Même pas 10 000. 21 000. Uniquement les femmes. Les femmes qui sont allées combattre. Voilà ce que les femmes, par exemple, ont fait. Donc, il y a des exemples comme ça. Les Agodiers au Bénin. Voilà, les Agodiers au Bénin. Les Amazones. Voilà. Les Amazones même, ça relève de la culture grecque. C'est pas la culture africaine. Pour emprunter au doyen Lasconi, parce que ça c'est sa recherche. Dans sa recherche, il a découvert que en fait, quand on parle même d'amazonien, c'est même pas chez nous. Déjà, c'est dans aucune langue africaine. Donc nous, on parlait des Ninos, n'est-ce pas, qui était même la première garde royale. La première garde royale qu'a eu le roi Guézo, père de Béhanzin. De Béhanzin, voilà, au Bénin. Toute une troupe au Dahomey. Oui. Et nous avons eu également, voilà, Amilcar Cabral. Là, c'est vraiment les femmes qui accompagnent des hommes. Parce qu'on a vu les femmes qui étaient vraiment en avant, qui ont mené la lutte d'elles-mêmes, la résistance d'elles-mêmes. Mais il y a également des cas où, n'est-ce pas, les femmes ont accompagné les hommes. Alors, il se trouve que Amilcar Cabral, c'était un révolutionnaire. C'était un révolutionnaire et quelqu'un a hautement célébré parce qu'il n'est pas très connu, surtout dans l'Afrique dite francophone. Si Oumniobé a lutté pour la libération d'un pays, si les Kwame Nkrumah ont lutté pour la libération d'un pays, et Lumumba et autres, Lumumba pour la libération des pays, de leurs pays respectifs, Amilcar Cabral, c'est le seul, sauf erreur de ma part, qui a lutté pour la libération de 2 pays à la fois. Donc, il y avait le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. C'est lui qui a mené ce combat. Alors, il était donc assisté par des femmes parce qu'il y avait des troupes, Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, des troupes entières qui étaient conçues de femmes et, n'est-ce pas, des femmes armées qui ont mené cette lutte jusqu'à l'obtention, n'est-ce pas, de la libération des indépendants, n'est-ce pas, du Cap-Vert et de la Guinée équatoriale. Donc Amilcar Cabral, c'est un nom à retenir. L'une des personnes qui a lutté vraiment pour la libération des pays, de 2 pays, et il était accompagné de femmes. Voilà ce que les femmes ont fait. Les femmes ont libéré des peuples contre l'oppression. Les femmes ont libéré les peuples contre la colonisation. Lorsqu'elles ne l'ont pas fait d'elles-mêmes, pas devant la scène, elles ont accompagné les hommes à le faire. Exactement. Voilà, frère, 2 questions en une pour sortir de l'émission. Pour celles des femmes qui nous regardent en ce moment, si elles te posaient la question de savoir comment retrouver leur véritable place dans la société moderne sans se régner, ni régner la tradition. Parce que nous sommes justement dans la modernité, encore qu'il faut redéfinir la notion de modernité, et nous sommes absorbés par les nouvelles technologies. Nous avons parlé des mèches tantôt tout à l'heure, et même également sur le plan de l'alimentation. Alors, si les femmes qui nous écoutent aujourd'hui te posaient la question de savoir comment retrouver leur véritable place dans la société moderne sans se régner ni régner la tradition ancestrale et traditionnelle, justement, vous n'allez pas me répéter. Pour retrouver sa véritable place, il faut d'abord savoir quelle est sa place. Et nous avons cité et dit tellement de choses. Je conseille aux femmes qui nous écoutent d'aller chercher au moins un tout petit peu sur ce que nous avons déjà dit. Nous avons cité les noms, nous avons cité les Zinga, nous avons cité les Yasantewa, nous avons cité, de chercher un peu sur ces femmes. Parce qu'en cherchant sur ces femmes, vous allez pouvoir découvrir quelle est la place de la femme. Parce que la place de la femme, c'est la place que nos mères ont occupée à l'époque. C'est ça qui est la place de la femme. Il faut essayer de se documenter là-dessus et de se fixer des objectifs parce que les femmes en Afrique, elles ont fait tellement de choses. Il n'y a peut-être pas le temps pour le dire.
Mais vous vous souvenez quand le doyen Lasconi parlait de les femmes dans l'architecture. Dans l'architecture, voilà. Dans la région du Naouri qui va du Burkina Faso, d'une partie du Burkina Faso jusqu'au Ghana. Et il illustrait avec des photos des femmes qui bâtissaient. Avec des photos, les femmes bâtissent. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois architectes et conçoivent les plans des maisons. Elles sont à la fois géomètres, elles sont à la fois ingénieurs, génie civil, parce que c'est elles qui montent ces maisons. Elles sont chimistes, elles produisent la peinture. C'est elles qui vont revêtir les maisons, n'est-ce pas, de ces peintures. Elles sont scientifiques parce qu'elles ont conçu et mis sur pied une technologie qui est installée dans ces maisons et qui annonce à chaque fois que la maison doit s'écouler. Imaginez une technologie pareille. Les cas où les maisons se sont écoulées en 2023 à Douala et dans le nord au Cameroun, parce qu'au Cameroun on a eu des cas de maisons qui sont effondrées, à perte en vies humaines et en matière. Imaginez un seul instant que vous aviez une telle technologie que les femmes mettaient sur pied. Et des maisons qui régulaient la température. Qui régulent la température, pas besoin de clim. À l'intérieur, quand il fait trop chaud à l'extérieur, à l'intérieur on a de la fraîcheur. Un mécanisme de cette technologie. Quand il fait trop froid à l'extérieur, à l'intérieur ça régule, il y a de la chaleur. Ça c'est des technologies que les femmes mettaient sur pied. Alors, lorsque les femmes ont fait cela, ça doit nous inspirer. Les femmes dans la médecine, il a dit, les femmes, elles ont été médecins, les femmes, elles ont été ceci, les femmes ont été cela. On doit s'inspirer de cela pour connaître la place des femmes aujourd'hui. Et je vais terminer en citant un peu mon propre père à moi qui m'a donné la vie. Il dit toujours la sagesse, c'est sa définition de la sagesse. La sagesse, c'est de faire mieux que son père. Voilà ce que les femmes ont fait. Voilà ce que Zinga a fait. Voilà ce que les femmes ont fait dans le Naouri, dans tous les domaines possible. Vous allez voir des femmes qui ont fait de la grandeur. Alors votre rôle dans cette modernité, c'est de faire mieux que ces femmes-là. De mieux accompagner les hommes dans la lutte contre l'impérialisme. De mieux accompagner les hommes dans la lutte pour la liberté. De faire de l'Afrique grande encore. C'est le combat de toutes les femmes. Faire de l'Afrique grande encore. Libérer l'Afrique. Faire unir l'Afrique. C'est le combat de toutes les femmes. Que toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui puissent intégrer que leur rôle c'est de libérer l'Afrique, d'unifier l'Afrique, de faire de l'Afrique grande encore, de faire de l'Afrique une puissance que l'humanité n'ait jamais connue. Voilà frère, tu vas regarder la caméra en 30 secondes et cette fois en langue douala, tu vas adresser un message à la jeune femme africaine d'aujourd'hui qui est déchirée entre la modernité et la tradition pour qu'elle redevienne la mère, la guérisseuse et la constructrice des nations. En 30 secondes. Cette fois-ci en langue. En langue, oui. Ok. Bonatete na bonaye ya musangombe na binyo. Abnyo baye. Abnyo bandoma. Wenge ditopi dita. De kaneni ditopi no. Bito bwe. Bi mwenya dita. Bito be mwenya. Binyo len. Neni bito batano opunda kwa. Binyo len. Nje bito bapongino opunda kwa. Yande punda. Punda yapo. Na binyo pe. Lo nonge yene bolo odia. Lo dangwemo oboso. Lo dangwemo oboso na oboso na oboso. Oponge na Afrika mboasu. E weme. E timbe. E kuse penginyao. Omonia mambua mapepe mese na bam. Nikande no. Ebola soni. Bion nongomo mwenya. Bion dangwane mo oboso sonson. E musango umbe na minyo. Et on dit merci comment? Nassom. Nassom, voilà. Voilà. Nassom frère d'être venu une fois de plus. Et maintenant qui me sont moins voilà. Tu es en partance pour Douala. J'espère qu'on va se revoir très vite pour poursuivre avec nos séries de thématiques. Exactement. Il n'y a pas de souci. Voilà, déjà un très bon voyage à toi. Merci. Et à très bientôt sur nos antennes. Merci. Voilà qui met un thème à cette belle émission Sagesse Kamit. Nous retiendrons que la femme africaine, depuis les temps immémoriaux, a toujours été la colonne vertébrale de la société, la gardienne du sacré et la garante de l'équilibre. Puissions-nous, à travers cette redécouverte, restaurer sa véritable place dans la communauté et lui rendre les honneurs qui lui reviennent de droit. Un grand merci une fois de plus. Nassom, à toi frère
Wangenja, pour ta clairvoyance et ton engagement constant au service de la renaissance africaine. Et à vous, chers téléspectateurs et milliers d'abonnés de Kemet Télévision, restons connectés à nos racines, car c'est dans la mémoire du passé que s'écrit la grandeur de demain. Une fois de plus, 3 fois au TEP, et à très bientôt, et avec le même plaisir, toujours sur nos antennes.